Bonjour et bienvenue au Régional, votre bulletin d'information locale dans la vallée du Richelieu. Cette semaine, à l'émission, visite de la ferme Belle-Marque, récipiendaire du mérite Terre-Eau de la MRC VR. David Lafrance, artiste peintre et exposant du jardin topographique de la montagne au bassin en exposition au Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire. Monsieur Léopold Sainte-Marie, pour l'ouverture du centre aquatique Océania. Alexandra Labbé, mairesse de Chambly, pour le nettoyage des berges. Finalement, Léa Pelletier-Marcotte, analyste politique pour Oxfam Québec. Je m'appelle Marc-Antoine Harvey et bienvenue au Régional. Commençons l'émission avec l'actualité de la semaine avec le député de Chambly, Jean-François Roberge, qui conserve sa place au Conseil des ministres après l'arrivée de la nouvelle première ministre Christine Fréchette. L'élu perd toutefois le ministère de l'Immigration. Il demeure responsable de la langue française, de la francophonie canadienne, de la laïcité, des institutions démocratiques et de l'accès à l'information, en plus de la protection des renseignements personnels. Jean-François Roberge dit être honoré de ce vote de confiance et fier de poursuivre son travail au sein du gouvernement. Il affirme aussi sentir un vent de renouveau au sein de la coalition Avenir Québec après la course à la chefferie. Le député de Bordua, Simon-Jean Barrette, demeure aussi au Conseil des ministres du gouvernement de la coalition Avenir Québec. Il conserve le portefeuille de la justice, mais perd ses fonctions de leader parlementaire et de responsable des relations canadiennes. Le ministre hérite toutefois du dossier des affaires constitutionnelles. Rappelons que Jolin Barrette avait appuyé publiquement Bernard Drainville lors de la course à la chefferie de la CAQ. La MRC de la vallée du Richelieu reconnaît les problèmes de collecte des matières résiduelles observés sur son territoire. Depuis l'entrée en vigueur du nouveau contrat avec le sous-traitant E360, plusieurs municipalités ont reconnu des retards et des reports de collecte. La MRC affirme que la situation n'est pas satisfaisante et dit comprendre les frustrations de la population. Elle indique multiplier les interventions auprès du collecteur afin d'apporter des correctifs durables et de rétablir un service à la hauteur des attentes. En attendant, les citoyens sont invités à laisser leur bac en bordure de rue jusqu'au lendemain, 19h, lorsqu'une collecte est manquée. Plus de 300 personnes ont pris part au 13e gala Agristar présenté au quartier 1030. L'événement organisé par la Fédération de l'UPA de la Montérégie a permis de souligner le travail des producteurs agricoles de la région. Une vingtaine de prix ont été remis lors de la soirée. Parmi les honneurs, Claude Lapointe a reçu le prix Hommage Coup de chapeau pour son engagement dans le milieu agricole. Un montant de 10 000 $ a aussi été remis pour soutenir les travailleuses et travailleurs de rang de la Montérégie. Le gala vise à reconnaître la contribution essentielle du monde agricole à l'économie régionale et à l'alimentation du Québec. Belleuil annonce le retour de l'événement Terre le 23 mai prochain de 9h à midi au garage municipal. L'activité est organisée dans le cadre du Jour de la Terre et proposera la distribution d'arbres, des kiosques d'information en environnement et des conseils en horticulture. Les citoyens pourront aussi participer à un échange de plantes vivaces et de semis. Nouvelle activité cette année, un service de déchiquetage de documents en formule service à l'auto. La Ville souhaite aussi encourager des gestes concrets pour l'environnement, la biodiversité et l'embellissement du milieu de vie. De nouveaux travaux débutent cette semaine sur le chantier résidentiel Le Millénia à Saint-Basile-le-Grand. Les interventions concernent les infrastructures souterraines ainsi que l'aménagement d'un bassin de rétention des eaux pluviales. Jusqu'à la fin de l'été, des fermetures et des entraves sont prévues sur les rues Belles-Îles, Audet, Brévert et Anne-Hébert, ainsi que sur le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier. Le bassin de rétention sera aménagé sous le futur parc du projet afin de réduire les risques de surcharge du réseau pluvial et le refoulement lors des fortes pluies. Un comité de vigilance citoyen a aussi été mis en place pour suivre l'évolution du chantier. Finalement, le Centre de services scolaires des Patriotes relance officiellement le projet de nouvelle école primaire à Otterburn Park.
Un appel d'offres a été lancé pour la construction d'établissements sur le chemin des Patriotes Sud. Le contrat est évalué entre 30 et 40 millions de dollars et le chantier devrait s'échelonner sur 38 mois. Si l'échéancier est respecté, l'école pourrait accueillir ses premiers élèves à la rentrée 2028-2029. Le projet vise à remplacer l'école Notre-Dame, dont les 2 pavillons sont jugés vétustes, tout en répondant à la croissance démographique de la municipalité. Voilà, c'était votre tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. Bonjour à toutes et à tous. Quel bonheur d'être ici aujourd'hui sur cette magnifique ferme pour célébrer ensemble une belle réussite agricole et environnementale. Je vous avoue que j'attendais ce moment avec impatience parce que ce prix Mérite Terreau, c'est bien plus qu'un prix en argent. Aujourd'hui, on met en lumière un projet concret, inspirant et qui montre que l'agriculture et l'environnement peuvent et doivent cohabiter. Et ce n'est pas juste beau à dire, c'est beau à voir. À travers ce prix, on veut dire un grand merci. Merci aux producteurs et aux productrices qui innovent et qui osent changer leurs pratiques et qui pensent à demain, tout en travaillant très fort aujourd'hui. Alors, dans le projet Terreau, ici à Saint-Marc-sur-Richelieu, il me fait plaisir de remettre à André Charbonneau et son équipe de la ferme Bellemarque, récipiendaire du premier prix Mérite Terreau d'une bourse de 3 500 $. Votre projet a été sélectionné parmi d'autres par un jury pour plusieurs raisons. Ici, derrière nous, nous avons des îlots qui ont été aménagés, stabilisés, qui vont permettre à la faune et la flore de s'installer. En terminant, je tiens à remercier notre précieux collaborateur, le groupe Agri-Conseil, qui remet une somme de 165 $ qui pourra être utilisée à des fins de formation et de conseil. Donc, encore une fois, félicitations à André, de la ferme Bellemarque à Saint-Marc-sur-Richelieu pour votre implication, dans le fond, communautaire avec cet aménagement. Merci bien. Merci. Monsieur Charbonneau, vous venez tout juste de recevoir un prix de la MRC de la vallée du Richelieu. On est à votre ferme, la ferme Bellemarque. Comment vous êtes venu l'idée de participer au projet de Mérite Terreau? Bien, c'était des pointes de terre qui n'étaient pas cultivables vraiment, qu'on a décidé de mettre ça en arbre pour valoriser les coins perdus, mettons. Puis, comment vous avez choisi de développer ce coin-là? Parce que vous auriez pu faire différents projets en bout de ligne. Comment vous êtes venu l'idée de vraiment aller avec ce projet-ci? Bien, comme je disais tantôt, c'est un terrain qu'on ne pouvait pas cultiver facilement. On a décidé de mettre des arbres pour mettre ça plus beau et meilleur pour l'environnement. En terminant, de quelle façon vous pourriez améliorer votre ferme encore plus? Bien, l'améliorer de façon à ce que tout le monde puisse continuer à y vivre et y travailler, là. Puis j'imagine que vous comptez aussi beaucoup sur les partenaires comme la Ville, la MRC, tous ceux qui peuvent vous venir en aide avec un certain partenariat. Oui, bien sûr, tout le monde est important dans ce cheminement-là. C'est quoi le plus gros enjeu en ce moment pour les producteurs de votre région? Le plus gros enjeu, c'est de la météo, je dirais. Ça doit être le gros enjeu, de maintenir les sols en santé. C'est ça le défi, là. Donc, on vous souhaite encore beaucoup de prospérité et félicitations encore pour votre prix aujourd'hui. Merci beaucoup. On est au Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire avec l'artiste en exposition, M. David Lafrance. Bonjour, David. Salut, bienvenue. On est ici entouré de peintures qui ont été faites. C'est comme si un peu on était là, dans ta tête, dans tes idées. C'est venu de où l'idée de dépeindre la région comme ça? Puis peux-tu nous parler de l'essentiel de ta démarche artistique? Bien, c'est une idée assez simple. C'était celle de représenter la région comme une maquette sur un terrain, mais une maquette faite en plantes, puis donc en végétaux, une maquette vivante de la région qui se trouve entre le bassin de Chambly et la montagne Saint-Hilaire. Et ça représentait le lieu où je travaille aussi, qui est dans un atelier de Saint-Jean-Baptiste. Cette maquette-là, grande et petite à la fois, en reproduisant le territoire ici, allait m'amener à faire des documents photographiques et de l'observation live de ce lieu et de cette nature.
Puis ça a cadré un petit peu différemment la région. C'est comme une double interprétation, là. En plante, j'ai fait la région, puis après ça, j'ai en peinture fait le résultat de la maquette. Fait que ça propose juste une autre vision du territoire, puis toute une expérience aussi en lien avec la nature. Puis ça fait des tableaux un peu étranges, un peu désorientants, mais c'est ce que je cherchais à créer comme effet. Pour que les gens comprennent un peu, vous aviez un terrain, puis là, vous avez comme créé un jardin dans lequel vous avez reproduit la région avec des petits lots, des petits... Comment vous avez fait pour choisir quelle plante aller où? Là, on sait que la rivière, ça bouge pas, c'est là, mais le reste, ça vous donnait de la latitude. Comment vous avez décidé tout ça? J'ai travaillé avec un horticulteur, donc c'est important de dire que le projet a été financé par le Conseil des arts du Canada. Donc, j'ai écrit le projet avec ses répercussions, puis qu'est-ce que ça pouvait avoir d'intéressant à faire. Puis j'ai travaillé avec un horticulteur qui m'a suggéré des graminées, des plantes, des semences de sarrasin, de pois, pour imiter le blé d'Inde, pour imiter le canola, pour imiter les monocultures propres à la région, mais aussi pour des fois où est-ce que des parcelles plus boisées ou près des rivières, d'autres plantes, c'est comme la bourrache, le brocoli, le kale. On a travaillé avec plusieurs plantes. Il y a d'ailleurs une carte dans l'exposition qui reprend toute la liste des plantes par parcelle. Donc, c'est un peu... j'étais très amateur côté jardin, donc j'ai eu de l'aide. Ouais. Ça a pris combien de temps pour justement réaliser ce jardin-là, puis ensuite faire les peintures? Ça a pris ça a été vite. Ça a pris 6 mois à faire le jardin, puis le regarder grandir, pousser. Puis ça a été super vite. J'ai réalisé que la nature était complètement déchaînée. J'avais mis de la nouvelle terre, puis c'est une bonne région aussi. Là, il y avait eu de la bonne température, j'imagine aussi. Fait que plus la saison avançait, la première année, il y avait déjà beaucoup de... Fait que ça, c'est la première étape, de voir le jardin naître, exister. Et puis, ça a été 1 an de tableau après ça, à essayer de digérer toutes les photos, puis tous les extraits du jardin que j'ai amenés dans l'atelier, à les peindre, puis à les dessiner, puis à les étudier. Puis là, ça continue. Souvent, je peins encore même à partir de la première ou la deuxième année. Toujours le jardin, c'est comme mes limites. Tu sais, le paysage, puis tout ce qui se passe avec le climat, puis avec l'anxiété écologique, tout ça, c'est un grand sujet. Je trouve ça compliqué de synthétiser ça pour un projet de peinture. Fait que ce que j'ai fait, je l'ai à proximité, je me suis fait un périmètre, puis je travaille là-dedans. Est-ce que vous pensez que, pour un artiste, là, de créer comme ça un jardin, on est le créateur de ce jardin-là, puis après ça, on peut l'analyser d'une différente façon. Il y a des idées qui nous viennent là-dedans, mais de se laisser un cadre, comme vous dites. Est-ce que pour un artiste, est-ce que ça prend cette barrière-là, selon vous? Bien, on pourrait dire que c'est un concept, où est-ce qu'on se limite à un concept pour peut-être faire jaillir un peu une créativité en dehors de cette boîte-là, de ce cadre-là, de ce concept-là. C'est peut-être une façon de mettre les breaks pour après ça, je sais pas moi, relancer quelque chose. Sauf qu'avec la nature, même quand on observe un tout petit lieu, il se passe tellement d'affaires. Je rampe là, dans le jardin des fois pour comprendre c'est quoi chaque petit monticule de terre laissé par un mulot, ou en tout cas les galeries, les tunnels que les taupes font dans le jardin. Ça devient comme une espèce d'interaction avec la nature. Puis c'est sans fin. Puis le lendemain, j'arrive, puis il pleut, les rivières débordent, ou la montagne est en train de s'effriter parce qu'au rythme des saisons, ça s'aplatit. Fait qu'il y a toujours quelque chose à observer. Ça, c'est en lien avec la nature. Fait que c'est doublement inspirant, là. Ces limites-là dont tu parlais, plus la nature elle-même qui se renourrit tout le temps et qui n'est jamais pareille. Est-ce qu'on peut devenir fou à regarder ça aller? Faut-tu où se mettre les breaks aussi à ce moment? Bien, je pense que tu viens de passer à travers beaucoup de questions en allant directement vers cette question-là. Mais je pense que oui. Parce qu'on parle d'art, on parle de façon de faire de l'art, mais il y a une folie là-dedans. Puis
je pense que les artistes sont obsédés par une affaire. Là, il y a quelque chose qui est récurrent, puis ça devient un thème qui soutient beaucoup les idées. Mais encore là, je trouve que si j'étais obsédé, je sais pas moi, par... je sais pas, moi, mettons, le stade olympique. Tu sais, à un moment donné, oui, tu as fait le tour, il y a de l'histoire, tout ça, mais la nature, encore là, c'est ça qui vient que ça nuance tout parce que c'est en constante transformation, c'est vivant. Alors, c'est un peu comme observer quelqu'un. Si c'est quelqu'un qu'on aime, puis qu'on observe bien, puis je veux dire, la personne change à tous les jours, puis on peut l'apprécier comme quand on est en couple, on apprécie sa partenaire, puis dans sa nouveauté, puis dans son rafraîchissement, ouais. Vous avez fait, on peut revenir un peu sur votre background. Là. Vous, qu'est-ce qui vous a amené vers l'art? Eh bien, moi, j'ai grandi à Saint-Mathias-sur-Richelieu, des parents enseignants qui favorisaient vraiment l'expression par l'art, art visuel, musique, la littérature, tout ça. Et puis, en secondaire 5, j'ai fait des décors pour une pièce de théâtre. Puis je me disais, je vais aller en art plastique pour m'en aller dans le décor de théâtre. J'ai eu cette idée-là. J'avais trouvé l'expérience super le fun de l'équipe, la gang de théâtre. Puis, rendu au Cégep du Vieux-Montréal en art, j'ai été foudroyé par des cours en histoire de l'art qui m'ont appris plein d'affaires que j'aurais voulu savoir avant même, sur les mouvements artistiques du début du 20e siècle, puis tous les ismes, l'impressionnisme, le cubisme, le suprématisme, je veux dire, le fauvisme et tout ça. C'est un peu drôle de dire ça comme ça, mais il y a eu des mouvements qui ont fait que la peinture se nommait, ou l'art se nommait, selon des styles, et c'était affilié à des groupes, des villes, des époques. Ça m'a passionné, puis je me suis dit, moi, je veux participer à ça. Là. Je veux être là-dedans, je veux me définir un petit peu comme certains historiens, par le passé, ont défini des mouvements. Et dans ma naïveté de 18 ans, 19 ans, là, et puis je continue le parcours à l'Université Concordia. J'ai un atelier depuis que j'ai 18 ans, donc à Saint-Mathias, à Montréal. Et puis là, je suis revenu dans la région avec un atelier à Saint-Jean-Baptiste. Vous avez la chance en ce moment d'être appuyé comme ça dans votre démarche. Qui vous appuie et qu'est-ce que ça représente pour un artiste là, d'avoir ce soutien-là? Bien, je travaille avec une super bonne galerie à Montréal qui s'appelle la Galerie Hugues Charbonneau. Elle s'occupe de me représenter, donc elle fait la promotion de mon travail. C'est une des bonnes galeries à Montréal avec il y a beaucoup d'artistes qui sont rendus à des niveaux internationaux en ce moment. On pense à Manuel Mathieu, Rajni Pereira. Donc, tu sais, c'est la grande ligue, là, j'ai envie de te dire. Et puis ça, c'est super encourageant. C'est une communauté qui se tient. Sinon, récemment, on m'a prêté un terrain où est-ce que j'ai l'atelier. Tu sais, donc, cette personne-là qui me prête les lieux pour que je puisse créer, elle me soutient d'une façon considérable. Puis chaque exposition, il y a des liens qui se font avec les gens là-bas. Geneviève, la directrice du musée de Mont-Saint-Hilaire, a découvert l'exposition que j'ai faite il y a 2 ans à Laval. Et puis, c'était une petite portion de ce qu'on retrouve ici. Et ils m'ont invité à soumettre un projet. Puis moi, c'était une belle, pas une conclusion, mais un beau tournant, en tout cas, avec ce projet-là. C'était immanquable là, que je devais m'impliquer ici parce que mon travail, il parle de l'immédiat, de la proximité, d'être sensible à l'écologie, d'être sensible aux grands enjeux, mais aussi d'être sensible à ce qu'il y a à nos pieds. Tu sais, si tu te penches, tu regardes les espèces qui vivent là, puis comment est-ce que ça marche, puis comment est-ce que ça vit, puis que ça meurt, bien, c'est important. Donc, il fallait que je fasse vivre une expo ici, c'est sûr. Fait que ça marque une étape. L'exposition, peut-être mentionner que c'est 2021-2026. Fait que sans que ça soit nécessairement une rétrospective, c'est vraiment là, ça explique vraiment bien le projet du jardin topographique. Qu'est-ce qu'on attend pour la suite? Pour la suite, je travaille sur... il y a plus d'animaux dans mes tableaux récemment. Donc, je vais voir où ça va m'amener.
Ouais, beaucoup de changements dans ma vie personnelle, donc c'est sûr que ça va parce que ma proximité puis mon environnement va un peu changer. Il va se passer quelque chose, mais je ne sais pas encore, puis c'est pour ça que je fais de l'art pour me surprendre moi-même. Donc, on vous est invité à venir voir l'exposition au Musée des Beaux-Arts ici à Mont-Saint-Hilaire. David Lafrance qui a fait un gros travail, beaucoup de peinture, beaucoup d'explications à vous donner. Vous êtes invité. Manquez pas ça, ça termine cette année. Merci beaucoup. Oui, le 14 juin. Merci beaucoup, Monsieur Lafrance. Ça a été un vrai plaisir de vous rencontrer. Ça me fait plaisir. Merci. En studio avec moi, M. Saint-Marie, directeur des ventes et marketing du parc aquatique Océania de Belleuil. Bonjour, M. Saint-Marie. Bien, bonjour à vous. Donc, vous êtes avec nous aujourd'hui parce que il y a un projet qui est maintenant ouvert à Belleuil, qui est intéressant pour tout le monde. C'est le parc aquatique. Tout à fait. Le parc aquatique, ça fait plus de 6 ans que les citoyens de Belleuil, Mont-Saint-Hilaire, McMaster, Sainte-Julie passent sur l'autoroute 20 et qui regardent la bâtisse qui est immense et qui se posent la question. Quand? Comment? Et là, c'est arrivé très récemment. À brûle-pourpoint, 24 heures d'avis, on s'est retourné et on est en mesure d'ouvrir. Il fallait ouvrir. Oui. Pour 1000 raisons, il fallait ouvrir. Des raisons administratives, des raisons de construction, des raisons de permis, des raisons... En tout cas, je vous fais grâce de tout ça. Mais il fallait ouvrir absolument. Et donc, on l'a fait. Qu'est-ce qui a fait en sorte que le processus soit aussi de longue haleine pour l'ouverture? C'est une tempête parfaite. OK. Donc, on a lancé le projet en 2020 avec une échéance assez court, assez agressif. On a eu une pandémie. Bon, oui. OK, c'est correct. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui, mais là, la pandémie fait qu'on construit plus lentement. C'est difficile d'avoir de la main-d'œuvre aussi. Oui, mais c'est surtout quand on faisait, par exemple, l'électricité ou la plomberie, qu'on a 6 équipes qui travaillent. Là, ils ne peuvent plus travailler en même temps, tout le monde. Ça prend 1, 2 à l'occasion. Fait qu'on vient de décupler le temps, plus des difficultés au niveau de certains entrepreneurs qui, eux, malheureusement, n'ont pas passé à travers. Donc, il faut refaire la séquence des plans, refaire la séquence des contrats de construction. Et les professionnels étant qui ils sont, ils ne travaillent pas sur les plans d'un tiers. Ils veulent absolument que ce soit leur personne. Fait qu'on refait des plans, on refait des calculs, on refait des appels de proposition. Et là, tout ça, ça a été en ligne. Vous avez, après ça, bien, le temps que ça l'a pris. L'entrepreneur qui, lui, était là en 2020, lui, il ne veut plus attendre. Et donc, là, c'est les difficultés de payer ces gens-là. Nous, on a des incitatifs avec les banquiers. On a toujours un 10 de retenue du contrat qui doit être payé une fois que le complexe est terminé. Donc, j'ai des gens qui ont attendu 6 ans avant d'avoir le dernier déboursé sur leur contrat. C'est assez agressif. C'est ça. Et là, suite à ce gros casse-tête-là, vous avez ouvert durant la semaine de relâche, quand même assez récemment. Comment s'est passée l'ouverture? Je dirais, peut-être que j'ai un parti pris, mais merveilleux, fantastique, c'était exubérant. Oui. Mais j'ai un parti pris pour le projet. On a eu 2000 personnes par jour pendant la semaine de relâche. C'est énorme. Ce que ça a fait, ça nous a permis de roder les 250 sauveteurs qu'on a d'embaucher. Ouais. Ça nous a permis de voir les faiblesses, mais ça a surtout permis de voir l'engouement des gens qui travaillent chez nous. L'envie d'être là, j'imagine. Ah, j'explique des fois aux gens, une semaine avant, on a fait la réunion de tous les sauveteurs dans la salle. C'était que ça qu'on avait. 250 personnes. On faisait le tour du site. On répondait à leurs questions. Je suis vieux, là. J'ai beaucoup d'expérience dans beaucoup de choses, mais j'ai jamais eu cette sensation-là. J'en avais des frissons. Je regardais ces jeunes-là. Tu sais, aujourd'hui, malheureusement, on a une tendance à parler de tout ce qui va mal. On parle des jeunes, de la drogue, des vols. Ce matin, on avait des jeunes à Longueuil avec des masques puis avec du poivre de Cayenne. J'ai 250 jeunes qui sont là, qui sont merveilleux.
qui sont ouverts, qui sont ambitieux, ils ont des projets d'envie. Moi, je fais le tour d'à peu près tout le monde, puis une des questions que je pose tout le temps, tu viens d'où, tu vas où? Je veux savoir. Et je suis toujours étonné. J'en ai une ce week-end à qui j'ai parlé, qui m'a expliqué qu'elle s'en allait à l'université aux États-Unis pour être gardien de but dans une équipe de hockey aux États-Unis. Wow! Wow! Ça, c'est de se dépayser, d'aller de la... Tu sais, ça démontre une confiance en soi. Fait que je suis toujours étonné quand je les regarde. Ça donne aussi de l'emploi à beaucoup de personnes dans la région de Belleuil, dans la vallée du Richelieu. C'est quand même économiquement très bon pour nous, dans la MRC. Ben oui, au total, si je regarde emploi direct, c'est-à-dire les sauveteurs, les gens à l'accueil, les gens au ménage, on parle d'à peu près 300-400 personnes. Indirect, c'est-à-dire tous les fournisseurs qui nous amènent des produits chimiques, qui nous amènent le papier de toilette et tout ça, on touche à peu près 600-650 personnes. Ce qui est formidable. Puis là, j'ai envie de revenir un peu sur votre journée d'ouverture. Vous m'avez dit, hors caméra, qu'il y a eu quand même des petites péripéties malgré la merveilleuse journée que vous avez passée. Oui. J'aimerais ça qu'on en parle un petit peu à nos téléspectateurs. On est... le dimanche qui a suivi l'ouverture, on était encore sur l'adrénaline. Tout le monde se flattait le dos et tout ça. Puis là, on est arrivé avec, comme tous les citoyens de Belleuil, 2 fois 2 jours de panne d'électricité. Oui. Et là, ça nous a permis de roder notre personnel. Ça nous a permis de roder la génératrice pour savoir est-ce qu'elle fonctionne, est-ce que tout est en opération, est-ce qu'il y a des problèmes d'alimentation à droite et à gauche, comment réagissent les bassins, parce qu'il faut garder ces bassins-là à une certaine température, comment réagissent les produits chimiques, parce que quand le monde se promène dans les bassins, il y a une dispersion. Là, il faut les calibrer, il faut savoir où est-ce que ça s'en va. Comment le système de récupération de chaleur fonctionne avec la panne d'électricité. Donc, ça a été pas si mal. Un petit peu plus tard, là, on est tout heureux, ça fonctionne bien. On reçoit des jeunes et il y a un jeune qui... le jeune est autiste, il a vu le déclencheur de l'alarme d'incendie et il voulait être sûr que ça fonctionne. Il a appuyé dessus. Il voulait vous tester. C'est simplement ça. 750 personnes qui ont été appelées à sortir. Donc, ça nous a permis de roder puis de valider que notre procédure d'évacuation était conforme, qu'on avait tous les équipements de couverture. Les gens, on pense à une alarme d'incendie dans votre bureau. Bon, on va tous sortir. Au pire, on va avoir froid un petit peu, mais on va... Ces gens-là, ils sont en maillot de bain. Ils sont tous mouillés. Il fait moins 4 dehors. Donc, ça prend des couvertures, ça prend... Mais maintenant que vous êtes prête à toute éventualité... Tout. Pourquoi vous pensez que c'est important d'avoir un parc comme celui-là à Belleuil? D'offrir aux gens la possibilité d'avoir une expérience sans être obligé de s'expatrier. Il y en a d'autres, qu'on peut aller à JP, qu'on peut aller à Lone Wolf, on peut aller à Calypso en Ontario, on peut aller au Bourg Park à Québec, mais on s'entend que vous êtes à 2h30 de route. Oui. Aller, 2h30 de route, revenir. C'est moins accessible. Oui, puis de l'avoir à proximité, moi je l'ai vu ce week-end, soleil intense samedi, j'ai une fréquentation. Dimanche, il fait pas beau. Bien, ma fréquentation de dimanche a dépassé celle de samedi. Parce que on peut... Ah, bien, il fait pas beau, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Enfin, on va aller au parc. Puis là, tranquillement, notre parc, on va étayer notre parc avec d'autres facilités, que ce soit... On veut améliorer le secteur arcade, on veut améliorer l'offre pour les jeunes. Et donc, il y a plein d'autres choses qui viennent. Le restaurant, le permis d'alcool, le surf, il y a plein de choses qu'on veut faire. Tranquillement, on va s'en aller là. Puis, vous me l'avez dit aussi hors caméra, vous êtes le 2e parc au Québec? Oui. Puis, pourquoi c'était important pour vous d'avoir ce parc-là? Bien, c'était pas important d'être le 2e ou le 3e ou le 4e. On n'est pas en compétition. Je vous dirais même que actuellement, il y a le Bourg Park à Valcartier.
c'est des gens qui sont généreux, qu'on a consultés, à qui on a parlé. Dans l'élaboration du projet, on a parlé à leurs architectes, on a parlé à leurs ingénieurs pour s'assurer que s'il y avait des irritants qui avaient été constatés, qu'on ne les répète pas. Faites-vous-en pas, on va en trouver d'autres. Mais essayons de ne pas renouveler ceux-là. Et pour nous, on n'a pas de compétition avec eux. T'sais, nous, c'est un parc urbain. C'est un appel à l'action. C'est comme je vous disais, on se lève ce matin, il ne fait pas beau, on a les enfants, qu'est-ce qu'on fait? On va au parc. Tandis qu'aller à Québec, c'est un rendez-vous. Donc, vous et moi, on ne pourrait pas, là, à l'heure qu'il est, aller à Québec. On se donnerait rendez-vous, bon, demain, après-demain. Ah, ben là, il est fermé, il faut prendre un abonnement. Ça complique la vie. Mais ils répondent à une clientèle. Ils ont des glissades extérieures, ils ont l'hôtel de glace, ils ont plein de choses que nous, on n'a pas pour l'instant. Mais nous, dans le cadre du secteur, qui est le seul secteur récréo-touristique de la région, on va continuer à développer d'autres projets tout le tour. Là, on est en pourparlers avec un centre de pickleball pour répondre à une clientèle différente. On est en train de discuter avec des gens pour un soccerplex. Il y a plein de choses qui sont en discussion, qui peut-être ne se réaliseront pas. Ça, c'est le problème de la négociation commerciale. Mais il y a de l'intérêt et c'est là qu'on s'en va pour le projet en général. Puis qu'est-ce que vous aimeriez dire aux citoyens, citoyennes de Belleuil, de la vallée du Richelieu, pour les inviter à venir vous voir? C'est l'endroit idéal pour une jeune famille. Encore une fois, j'étais là ce week-end et je n'étais pas au travail. C'est par pur plaisir que je vais là. Puis moi, je regarde les jeunes jusqu'à 7, 8, 9 ans, les yeux pétillants qu'ils ont. Wow! C'est super le fun. On a une initiative de M. Lobato. En cours de route, le lobby était censé être en céramique. Y a-t-il quelque chose de plus plate que de la céramique? Il a pris une décision de faire un époxy qui ressemble à des vagues. Ben, ce week-end, là, je regardais des jeunes, 3-4 ans, qui étaient couchés par terre puis qui faisaient semblant que c'était de l'eau puis qui nageaient. Ben, c'est ça qu'on veut. Est-ce que notre parc peut répondre à 100 % de la population? C'est sûr que non. Quelqu'un de 30 ans qui veut des sensations fortes de sauter dans le vide, malheureusement, c'est pas ça. Quelqu'un de 30 ans qui veut débarquer là sans enfant, il va peut-être trouver qu'il y a de l'ambiance un peu. Oui, c'est ça. Il ne faut pas penser que les enfants vont être calmes, discrets. Moi, je les aime quand ils font du bruit. Je les aime quand... c'est ça. Mais c'est l'endroit pour ça aussi. Je vous le dis, il n'y a aucun moyen de vous présenter ça pour faire comprendre l'énergie qu'il y a en arrière. J'avais 750 personnes à 10 heures samedi matin et j'étais incapable d'ouvrir les portes assez vite pour eux autres. Pas les parents, mais les jeunes, là. Let's go, on veut y aller. Puis en terminant, M. Saint-Marie, qu'est-ce qu'on souhaite au Parc aquatique de Belleuil dans les prochaines années pour votre développement? De continuer sa mission de faire un centre multitâche. On a d'autres attractions qu'on essaye d'apporter, autant sur le site physique, c'est-à-dire à l'extérieur du bâtiment, mais on est en train de travailler sur des présentations, des choses comme ça, qu'à l'intérieur. On a plein de choses qui sont sur la table. Comme je vous dis, on n'est pas complet encore, mais pour citer une très célèbre phrase, « If you build it, they will come ». Et là, on a plein d'appels de gens qui sont intéressés à se jouxter à notre projet. Donc, sur ces mots et en invitant la population de Belleuil et des villes très, très proches de la MRC de la vallée du Richelieu à venir vous voir, merci beaucoup, M. Saint-Marie. Merci à vous. On est devant le bassin de Chambly avec la mairesse, Mme Alexandra Labbé. Bonjour. Bonjour! C'est la grande activité de nettoyage de l'année. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Ça se passe super bien. Les gens sont enthousiastes. On a près de 200 personnes là, qui ont prêté main forte à l'organisme Éco-citoyen Chambly. On fait ça annuellement. On l'a déjà fait 2 fois par année. Là, on fait vraiment au printemps un gros effort. Pourquoi au printemps? Parce qu'on voit les déchets.
Il n'y a rien qui a poussé encore, donc c'est bien évident, c'est plus facile à ramasser. Donc, ouais, grande corvée ce matin. 200 personnes quand même. Comment on fait pour mobiliser les gens à venir nettoyer leur environnement comme ça? Comment ça se passe? Bien, je vous dirais que l'organisme éco-citoyen fait énormément de travail, de sensibilisation, de communication tout le long de l'année. Mais je pense que quand on a un joyau comme le bassin de Chambly, comme la rivière Richelieu, on veut la protéger. Fait que je vous dirais que de parler de nettoyage des berges, ça vient chercher le cœur des gens, ça mobilise les gens. On veut prendre soin de notre environnement. J'ai aussi entendu, il y a peut-être les scouts, puis il y a des associations comme ça qui ont mis l'épaule à la roue. Tout à fait. Les scouts, les cadets participent souvent à chaque année. En fait, il y a même des écoles qui organisent leur propre corvée dans la cour de l'école. Fait que c'est vraiment directement dans le milieu des élèves, donc dans le milieu de vie des élèves, qui sont bien passionnés puis motivés à ramasser les déchets. Pensez-vous que c'est une bonne leçon pour les jeunes de contribuer de cette façon? Oui, puis même, ils nous en parlent. Hein. Des fois, ils disent c'est pas moi qui ai acheté tous ces déchets-là. Ils cherchent qui est le responsable. Fait que, oui, c'est une bonne façon là, de les amener à réfléchir sur les gestes qu'ils posent au quotidien. Bien, on va en parler. C'est qui les responsables? Quel genre de déchets vous trouvez? Puis est-ce que c'est encore des déchets depuis longtemps qui sont sur le bord de l'eau ou c'est des nouveaux déchets, vous pensez, qui arrivent? Bien, je dirais que comme on le fait chaque année, on a fait déjà un bon travail. Fait que souvent, c'est de la nouveauté qu'on trouve. Parce que ce qu'il y avait l'année passée, on l'a ramassé. De la nouveauté, puis de la nouveauté qui va dans tous les horizons, des pneus, des lavabos. On a vraiment trouvé toutes sortes de choses encore cette année. Avec beaucoup de matériaux qui sont portés par le vent, des trucs très légers, des enveloppes, des emballages, mais aussi des trucs plus costauds qu'on se demande un peu comment ils sont arrivés là. Parce que c'est un peu gênant. Si on déverse des déchets comme ça dans les étendues d'eau ici, ça affecte tout le monde. Comment ça se passe encore? Mais est-ce que c'est arrivé par quelqu'un qui l'a déposé ou c'est arrivé par le mouvement de l'eau et des glaces? C'est une bonne question. On n'a pas toujours le responsable à trouver au bout du compte, mais je pense qu'on est chacun responsable de garder un bel environnement propre. Ici, on est sur le bord de l'eau, on nettoie ça. Il y a aussi d'autres endroits dans la ville. Là. À quels autres endroits on peut penser? Bien, en fait, on a stratégiquement, avec Éco-Citoyen, déployé plusieurs postes où les gens peuvent aller chercher chaudières, gants et pinces. Il y a entre autres autour du skatepark, notre école secondaire. Il y a beaucoup de jeunes qui se ramassent là. Beaucoup de passages avec la piste cyclable aussi qui traverse la ville. Donc, il y a plein d'endroits comme ça. Je dirais que le vent nous apporte souvent les déchets dans des fossés. Fait que vraiment, dans des petits recoins où le vent apporte les choses, là, il y a des belles trouvailles à faire. Pour terminer avec les déchets, là, il va y avoir aussi des collectes de déchets plus qui vont dans les éco-centres. Là. Comment ça va fonctionner, ça? Bien, en fait, toute l'année, là, on parle de ramasser les déchets qui traînent dans l'environnement, mais toute l'année, on a notre responsabilité de trier nos propres déchets. J'invite les citoyens à aller voir sur le site Internet de la Ville pour tout l'horaire de l'éco-centre, l'horaire de l'opération Grand Ménage. On peut se débarrasser des piles, les petits appareils électroniques. Donc, c'est important de jeter les choses au bon endroit. Là, on a fait la corvée. Maintenant, ça va être le fun. Ça va être la grande descente. Pouvez-vous nous expliquer cet événement-là, quand ça s'en vient? Bien, on prend soin de notre rivière parce qu'on veut l'utiliser. On va accueillir, en fait, la Grande Descente, la 6e édition de la Grande Descente, qu'on travaille avec le club de canotage de Tauburn Park déjà depuis un moment. L'année passée, on avait 700 personnes qui ont participé en canot, en kayak, en planche à pagayer. Donc, on attend au minimum le même nombre de personnes, sinon plus. Et cette année, gros changement. Au lieu de descendre la rivière à l'automne, on va le faire au tout début de l'été. Donc, c'est le 7 juin. Donc, j'invite tout le monde à prendre leur pagaie puis à nous rejoindre ici. On part de Chambly et on descend jusqu'à Tauburn Park où on est accueillis avec une belle grande fête, de la musique, des trucs à manger. Donc, c'est toujours vraiment un grand plaisir. Pourquoi on a décidé d'amener ça au début de l'année? En fait, pour plein de raisons, mais le début de l'année, ça va lancer la saison de nautisme. Donc, je pense que c'est un beau message à lancer, mais beaucoup, là, pour aider à l'organisation, de bien s'organiser à l'automne, ça faisait peut-être un peu tard. Mais voilà. On garde cette date-là en tête, le 7 juin. Exact. Madame Labbé, merci beaucoup d'avoir fait ça avec nous aujourd'hui. On continue la récolte, puis on s'assure que tout est propre là, pour le début de l'été. Exact. Merci beaucoup. On rencontre maintenant M. Luc Baillargeon, d'Éco-Citoyen. Bonjour, M. Baillargeon. Bonjour, bonjour. Vous avez participé beaucoup à cette collecte de déchets-là. Comment ça se passe? Comment vous avez organisé ça pour convaincre autant de gens là, de venir vous aider à nettoyer? Bien, c'est une collaboration avec la Ville, donc c'est sûr que la Ville nous prête du matériel. Nous, on est là comme bénévoles juste pour organiser le côté kiosque, inciter tout le monde. C'est sûr qu'on a une page Facebook, la Ville partage aussi l'événement. Ça fait presque 10 ans qu'on fait ça. Donc, à chaque année, on a à peu près 200-300 personnes, tout dépendant des années, qui font du nettoyage. Ça fait beaucoup de matière.
Vous, qu'est-ce qui vous a amené là-dedans à vous impliquer? Notre but éco-citoyen, c'était d'amener un mouvement. Donc, on veut que les citoyens puissent participer, nettoyer par eux-mêmes, prendre en main un peu le mouvement vert. Donc, c'est une façon super concrète et le fun de participer, là, de juste ramasser des déchets. C'est super simple, puis tout le monde en profite après, là. Est-ce que c'était avec un constat que ça manquait de propreté? Puis là, vous vous êtes dit, moi, je vais prendre ça en main, je suis capable, on est plein de monde. C'était oui. En fait, au printemps, c'est toujours la même histoire. Il y a des déchets partout, peu importe ce qu'on fait. C'est pas que le monde ne font pas leur job, c'est pas que le monde ne font pas attention nécessairement. C'est que l'hiver, les déchets volent au vent. Des fois, il y a des sacs qui trouent. Il y a des choses comme ça qui se passent. Il y a du monde qui ne font pas attention, qui jettent des choses qu'on ne devrait pas, bien sûr, dans la nature. Mais oui, c'est qu'à un moment donné, c'est un irritant visuel. Là. Tu te promènes, tu marches, tu vois des déchets pendant toute l'année. À un moment donné, tu te dis, je le ramasse. Là. Prendre note à Montréal. Oui, c'est ça. OK. C'était où les points là, que vous aviez ciblés de manière prioritaire où les gens ont ramassé le plus de déchets? En fait, il y avait plusieurs endroits. C'est tous les parcs, premièrement, qu'on fait un ramassage. Mais les gros endroits, là, c'était surtout proche de l'école secondaire, le skatepark. Il y a toujours les berges à chaque année, qui est quand même un bon endroit. Puis sinon, plusieurs endroits dans la ville, certains parcs, là, comme l'entrée du parc Font-Rouge, dans le coin du IGA, tout ça, les pistes cyclables qui passent là, il y a beaucoup de déchets. Donc, c'est des endroits qu'on avait ciblés, là, qu'on a incité les citoyens à aller faire le nettoyage. Il y a même des écoles du quartier là, qui ont levé le bras pour participer. Comment ça s'est fait? Comment on les a convaincus? L'école de Bourgogne, ça fait 2 ou 3 ans qu'ils le font, je pense. Donc, ils font le secteur autour de l'école. Plein de jeunes qui vont ramasser des déchets. Donc, c'est toujours super motivant. Puis aussi, il y a certains jeunes qu'on croise des écoles secondaires qui veulent participer. Il y en a qui ont des implications à remplir aussi pour leur programme scolaire. Donc, on en voit toutes les couleurs aujourd'hui aussi, là. On en profite, là. On les fait travailler un peu là, pour que... Oui, ils sont super positifs. Ils aiment vraiment ça, là, donc c'est le fun, là. OK. Dans le futur, là, il va y avoir aussi la journée de récupération le 2 mai. Qu'est-ce qu'on peut amener, puis à qui ça s'adresse? La journée de récupération, pour avoir la liste complète, allez voir sur la page Facebook ou le site web de la ville, c'est la meilleure façon. Mais c'est toutes les matières qui ne vont pas dans le bac bleu, généralement. Donc, on peut avoir justement les épeignes à pain. Il y a des sièges d'auto, du styromousse. Il y a comme plein de choses qu'on peut faire. Mais allez voir la liste. C'est vraiment plus simple, parce que sinon, ça va être très compliqué. Et j'ai pas la liste avec moi aujourd'hui. Je vais pas me tromper. Mais ça permet justement de revaloriser plein de choses qui, sinon, iraient au vidange. Donc, oui. Luc Baillargeon d'Éco-Citoyen, merci beaucoup d'avoir fait ça aujourd'hui. Puis une bonne récolte, là. J'espère que ça va bien se passer pour le reste de vos activités. Merci beaucoup. Nous sommes en compagnie de Léa Pelletier-Marcotte, représentante de Oxfam Québec. Madame Pelletier, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous rappeler c'est quoi la mission ou le mandat d'Oxfam Québec? Oui, Oxfam Québec, en fait, on est un affilié de la grande confédération Oxfam. Puis si je peux résumer là, en quelques mots, c'est quoi la mission d'Oxfam? En fait, notre mission, c'est de lutter contre les inégalités ici et ailleurs. Donc, une plus grande justice, que ce soit au niveau économique, fiscal, climatique. On est aussi une organisation qui a un mandat humanitaire. Donc, on répond lorsque des populations font face à des crises humanitaires, mais toujours avec l'optique de résoudre les problèmes qui sont derrière les crises humanitaires et pas juste être en réponse pour mettre un pansement sur les bobos, si je peux dire. Parlant de crise climatique, on a beaucoup parlé de la hausse du prix du pétrole à cause de la guerre en Iran. Comment vous expliquez que les entreprises pétrolières continuent à faire autant de profits alors qu'en 2026, on a l'impression qu'on n'a jamais autant parlé de transition écologique? Effectivement, mais en fait, les entreprises pétrolières bénéficient beaucoup des soubresauts politiques et on le voit en ce moment, au Oxfam, en ce moment, on évalue que les compagnies pétrolières, donc 6 grandes compagnies pétrolières dans le monde, font près de 4 000 $ de profit par seconde en ce moment sur le dos des consommateurs. Par seconde. Wow. Sur le dos des consommateurs qui n'ont pas le choix, bien souvent, de recourir à l'essence et aux produits issus du pétrole pour vivre. Donc, au Canada, c'est une question de se déplacer, mais il y a dans d'autres pays où ils ont besoin de ces ressources-là pour se chauffer, avoir accès à une énergie de base. Donc, on parle de 4 000 $ de profit à la seconde pour 6 grandes entreprises.
dans un contexte où le prix à la pompe est énorme pour le consommateur, la consommatrice, alors que dans le monde, il y a des gens qui ont à peine assez d'argent pour s'offrir une énergie de base. Et le premier ministre Carney avait parlé énormément d'autonomie commerciale et le pétrole est une ressource qui revient souvent dans l'équation. Est-ce que ça vous inquiète, ça? Mais c'est sûr que au niveau de satisfaire l'appétit canadien pour une essence abordable, on voit une opportunité économique, du moins du côté du gouvernement Carney. Mais c'est vraiment dommage que ça se fasse sans considération par rapport aux objectifs climatiques du Canada. Donc, il y a quand même ici un décalage entre voir ça comme une opportunité économique d'indépendance, mais en mettant de côté aussi nos obligations énergétiques. On pense que les deux pourraient vivre. On n'a pas à sacrifier je dirais, l'économie et le bien-être financier, fiscal du Canada et des Canadiennes et des Canadiens et nos objectifs et nos ambitions climatiques. On a souligné les 10 ans des fameux Panama Papers qui avaient exposé au grand jour un énorme système d'évasion fiscale. On en est où présentement? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé grâce à ces papiers-là? Je pourrais résumer la situation. On s'est rendu compte que 10 ans après les Panama Papers, les plus riches du monde continuent à cacher et à utiliser les paradis fiscaux. C'est ça, on est loin d'avoir gagné, là. Non, puis, bémol, il y a eu quand même quelques améliorations. Je pense que les Panama Papers ont quand même ébranlé les fondements du temple de l'évasion fiscale au niveau des paradis fiscaux. Donc, au niveau du montant, des montants d'argent qui sont dissimulés dans les paradis fiscaux qui échappent complètement à l'impôt, il y a eu une baisse. Mais au final, le montant total des richesses qui sont accumulées dans les paradis fiscaux, dans les comptes offshore, si je peux dire, ça a augmenté depuis 2016. Donc, on a vu une certaine amélioration, mais depuis 2018, on remarque que les niveaux, les fortunes, les montants qui échappent à l'impôt, qui sont dans les paradis fiscaux, stagnent. On est toujours à 3 du PIB mondial qui est caché, dissimulé par les plus riches de ce monde. Bien, c'est ça, on essaie d'aller chercher cet argent-là, mais tout système de fraude cherche à survivre et veut se perfectionner. Et selon vous, qui gagne le plus de terrain, ceux qui essaient d'aller contre ça ou ceux qui essaient de perfectionner cette évasion fiscale? Je pense que c'est deux luttes qui se font en parallèle. En 2024, les États membres des Nations unies ont convenu des termes de référence d'une convention qui permettrait une plus grande coopération entre les États pour justement non seulement mieux imposer les plus riches, mais aussi lutter contre l'usage de paradis fiscaux ou de autres stratagèmes fiscaux pour éviter un peu l'impôt, puis éviter que, au final, cette richesse-là soit redistribuée à travers les États. Les discussions sont en cours, puis on s'attend à une fin des discussions en 2027. Donc, c'est pas que ça stagne au niveau international, c'est juste que, on le sait, la créativité va toujours prendre le pas aussi. Donc, même si on établit des mécanismes, même s'il y a un échange d'informations entre les autorités fiscales, entre les banques qui a vraiment été amplifié depuis 2016, en réponse aux Panama Papers, il y a toujours un peu des échappatoires qui existent et qui continueront d'exister. Échappatoires que vous et moi, auxquels on n'aura jamais accès, mais auxquels les plus riches de ce monde auront accès toujours. Bien oui, est-ce que ces gens riches et puissants-là sont encore trop puissants et c'est eux qui empêchent les gouvernements de faire des réels changements? Je pense que leur poids est quand même assez important. On parle d'une infime quantité de personnes qui ont un pouvoir démesuré. C'est un peu qui ont aussi ce accès qu'on à ça, voit. oui. Exact, c'est un peu aussi ce qu'on voit au niveau des pétrolières. On a quelques personnes, quelques entités qui ont un pouvoir démesuré et qui changent les règles du jeu ou qui ont assez de pouvoir pour s'assurer que les règles du jeu jouent en leur faveur. Donc, c'est le cas aussi lorsqu'on parle de, par exemple, mieux imposer les gains en capitaux ou revoir une taxation plus juste ou s'assurer que les plus riches paient leur juste part. Bien, ces gens-là ont énormément d'influence pour s'assurer que tous ces efforts pour avoir une taxation plus innovante, un peu plus équitable, progressent difficilement, notamment en faisant peur aux gens, leur disant que c'est Monsieur X avec un chalet dans les Laurentides qui va payer plus d'impôts. C'est pas vrai. Quand on parle d'une taxation plus juste, c'est vraiment les plus riches
qu'on parle qui devraient être beaucoup plus imposés qu'ils ne le sont en ce moment. Est-ce que vous considérez que c'est encore monsieur et madame tout le monde qui sont les plus grands perdants de tout ça? Au final, oui. Au final, oui, parce que le système d'imposition tel qu'il est en ce moment a fait porter le poids des services publics auxquels on a besoin, mais duquel les entreprises bénéficient aussi. Tout le Oui, système exact. d'infrastructure de route, de transport, les entreprises en ont besoin, les utilisent, mais au final, il y a des échappatoires fiscaux qui leur empêchent de faire revenir leurs profits dans les infrastructures dont ils ont besoin pour faire des profits, justement. Donc, c'est un cercle. Puis les plus riches, justement, ont des échappatoires, ont des mécanismes, ont des stratagèmes pour s'assurer qu'une partie de leurs revenus, de leurs gains, ne soit pas soumise aux mêmes règles du jeu que vous et moi, parce qu'ils vont les mettre ailleurs où un taux d'imposition est presque nul ou quasi nul, alors qu'ici, il serait un peu plus imposé. Et quand on parle d'imposition, on parle de prendre un peu d'argent pour s'assurer du bien commun puis d'un service plus stable, plus confortable, des services publics solides. Donc, c'est tout cet argent-là, c'est toutes ces opportunités-là qui s'en vont ailleurs, qui ne sont pas remis ici. Donc, oui, c'est vous et moi qui payons le plus grand prix du fait que les plus riches et les plus puissants, eux, peuvent échapper à leurs obligations et faire leur juste part. Malheureusement. Bien, face à de telles inégalités, on est très content que Oxfam Québec soit présent. Est-ce qu'il y a un lien où est-ce que les gens peuvent aller s'informer ou même peut-être aller s'impliquer? Absolument. Donc, Oxfam, oxfam.qc.ca. Vous allez voir tous les projets sur lesquels on travaille et tous nos mandats et nos demandes de plaidoyer. Donc, si les enjeux d'inégalité, notamment la justice fiscale, vous intéressent, on vous y attend. Bien, Madame Léa Pelletier-Marcotte, on vous encourage à continuer toutes ces luttes et merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour être venu nous parler aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir invités. Au revoir. La deuxième édition de Culture et Culture, organisée par la MRC de la Vallée du Richelieu, est sous le thème de la résilience. Je suis avec deux invités. Je vous laisse tout d'abord vous présenter. Jean-François Lessard, agriculteur bio et chanteur. Stéphane Vigent, alias aujourd'hui Fernand le fermier. Vous êtes ici pour participer à l'événement. De quelle façon vous avez été attiré par cette participation-là? Bien, je trouvais que c'était vraiment exceptionnel de marier mes deux amours, là, si on veut, là, à la fois la culture et l'agriculture. Donc, c'est extraordinaire de parler de résilience, de parler des enjeux que ces milieux-là vivent. Je trouve que c'est pertinent. Il y a beaucoup d'endroits où ça se recoupe. Ouais. Effectivement, quand on pense à côté agriculture, producteur, ça a vraiment un lien assez évident. Et pour vous, M. Stéphane, le lien était un peu autrement, je crois. Bien, en fait, moi, je suis très à l'affût de tous les projets que la MRC-VR ou Culture Montérégie font. Et puis, je suis tellement occupé que j'ai de la misère à fitter dans un des moules de projets. Donc, quand j'ai vu l'opportunité de faire ça en mode éclair et avec certaines contraintes, bien, c'était direct dans mes poches, dans mes cordes, c'est ça. Voilà. C'est parce que je suis pas musicien, moi. Pas musicien, mais vous êtes fort dans les jeux de mots. Oui, d'ailleurs, c'est ça. Ça va être de la poésie magique, donc voilà. En fait, l'événement ici regroupe différents types d'art. Comment que vous arrivez à jumeler le tout avec un événement comme Culture et Culture? Ah ben moi, je le fais tous les jours. Donc, je fais de la musique et puis je fais pousser des légumes bio. Donc, je passe allègrement du champ au champ, comme je m'amuse à le dire. Et voilà. Puis, non, mais je trouve que c'est vraiment, ça va de soi. C'est deux milieux qui sont pas faciles, pour lesquels on a besoin de soutien, dans lesquels, oui, c'est ça, plus ça va, moins il y a de soutien, en fait. Plus on est précaire dans les deux milieux. Donc, mais en même temps, on est essentiel. Il y en a un qui nourrit le corps, puis l'autre nourrit l'âme. Donc, je trouvais ça naturel de les marier ensemble. Bien, si je peux ajouter quelque chose, moi n'étant pas agriculteur, je trouve que c'est une belle façon en tant qu'artiste de démocratiser les produits locaux d'ici, les producteurs locaux. Puis dans mon cas, c'était l'univers des abeilles, l'apiculture, qui est très, très, très méconnu au Québec, même au Canada. Donc, ça m'a permis d'en saisir plus l'essence.
Dans la MRC, la vallée du Richelieu, il y a quand même, je crois que c'est plus de 80 du territoire qui a une vocation agricole ou producteur. Je ne veux pas mélanger dans les chiffres, mais c'est quand même assez un chiffre impressionnant. Donc, pour vous, d'avoir un événement comme ça, qu'est-ce que ça l'amène en tant que producteur? De la visibilité, de la reconnaissance, de l'appréciation, un endroit pour se voir en dehors de cadres peut-être plus formels aussi. Il y a beaucoup d'agriculteurs, les agriculteurs, quel que soit leur milieu, leur fonction, leur type de production, ils sont passionnés, ils aiment la terre, ils voient les enjeux qui nous traversent, ils ont envie de contribuer à nourrir la population. On le fait pas tous de la même manière, mais j'ai vraiment l'impression que tout le monde a envie de contribuer à ça. Puis un événement comme celui-ci nous met dans le monde, nous met au cœur des gens qui sont là pour qui se passent des choses, qu'il y ait des espaces de rencontre et puis qu'on puisse se parler entre agriculteurs, artistes, gens de la société qui ont envie que tous ces milieux-là soient plus en vase clos, mais soient vraiment interconnectés, là. Je pense que le but, c'est de faire une symbiose de tout ça puis de s'unir encore plus dans ces temps difficiles. Aujourd'hui, là, à quoi que vous avez le plus hâte par rapport à ce qui va se passer? Bien là, moi, j'ai composé une chanson. Ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé parce que je suis toujours dans le chant. Mais ça pour dire que là, j'ai hâte de vous la chanter et puis de sortir justement les mains de la terre pour les mettre sur ma guitare puis vous chanter une nouvelle chanson. Donc ça j'ai très hâte à ça. Puis il y a des belles bouchées qui s'en viennent aussi, fait qu'il va y avoir un plaisir des papilles également, là. En fait, nous, artistes, on a hâte de se produire. Peu importe la cause, peu importe, tu sais, en autant qu'il y ait des gens puis que ça soit rassembleur, c'est ça notre rôle, c'est ça notre maillon de la chaîne. Donc, ça va être juste du gros fun. La résilience, qui est le thème de Culture et Culture cette année, ça concorde autant avec la catégorie de producteurs et les enjeux que les artistes peuvent vivre aussi. Absolument, absolument. Bien, c'est ça. Il y en a des artistes qui en arrachent plus que d'autres, puis il y en a d'autres qui sont plus prospères. Donc, il faut tous s'unir au complet pour justement faire une belle symbiose avec tout ça. Bien, je vous remercie. Si vous voulez dire un dernier mot de la fin, je vous laisse la parole à qui le veut. Bonne dégustation. Oui. De l'événement. À la fois pour les yeux, les papilles et les oreilles. Et l'âme. Voilà, c'est ce qui complète l'émission pour cette semaine. Je vous rappelle que si vous avez un sujet qui vous préoccupe dans la vallée du Richelieu, faites-nous le savoir par courriel à l'adresse info@tvr9.com. Sinon, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Régional présenté par TVR9. Bonne semaine! À chaque jour dans ma vallée, je fais des choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant.